Il se passe des choses en Iran et des choses graves et il faut qu'on en parle. Alors déjà, sachez pour commencer que l'Iran n'est pas un pays où leurs croyances font l'unanimité dans le monde musulman. On va déjà poser ça comme base. C'est un pays chiite. En arabe, on dit Shia, ce qui veut dire les partisans. En l'occurrence ici, ce sont les partisans de Ali, cousin et gendre du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux. Et Ali est également quatrième calife du monde musulman. À la base, l'Iran a été pendant des siècles gouverné par des sunnites. Le premier déjà qui a conquis l'Iran, c'est Omar, deuxième calife du monde musulman. Puis vinrent les califats omeyyades, les califats abbassides, les Turcs seldjoukides, les Turcs Akkoyunlu, etc. Jusqu'à ce que les chiites du gouverneur Shah Ismail envahissent l'Iran, qui lui-même était un Turc d'ailleurs, prennent possession du pays et déclarent le début de leur gouvernance en tant qu'État safawide en 1501. C'est après cette époque et jusqu'aujourd'hui que l'Iran a été toujours dirigé par des groupes chiites. Et parmi ceux qui ont gouverné en Iran, la majorité des dynasties étaient des Turcs, comme les Afsharides, Afsharlar en turc, et les Kadjar, Kacharlar en turc, jusqu'au début du XXe siècle. Il faut savoir cependant que l'écrasante majorité du monde musulman, à l'inverse de l'Iran, est sunnite. Et nous, les sunnites, avons énormément de points de divergence avec les chiites. On ne va pas tous les énumérer ici, on n'a pas le temps, mais par exemple, les chiites aiment beaucoup Ali. Ali et sa descendance, ce qu'on appelle les 12 imams, chez les chiites, sont vénérés comme des êtres infaillibles, à l'instar des prophètes. Certes, chez les sunnites, Ali a une place indiscutablement très importante aussi. D'ailleurs, regardez l'épée que j'ai là-haut, c'est l'épée de Ali, donc on l'aime aussi énormément, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, il reste un être humain qui peut faire des erreurs, qui peut faire des mauvais choix, c'est normal. Cependant, pour les chiites, il ne faut surtout pas toucher à Ali. D'ailleurs, ils défendent l'idée que les trois premiers califes qui sont Abu Bakr, Omar et Othman auraient volé, selon eux, la place qui était due à Ali. Ils disent que pour eux, leur gouvernance n'était pas légitime. Alors que les sunnites, à l'inverse, disent que c'était tout à fait légitime. Il n'y a pas de souci que Abu Bakr et Omar et Othman aient pu gouverner en tant que calife, commandeur des croyants. Ça d'ailleurs, c'est le plus gros sujet de division entre sunnites et chiites. Il y a encore plein d'autres divergences, comme le fait que les chiites, pendant les ablutions par exemple, avant la prière, ne nettoient pas complètement leurs pieds comme font les sunnites, mais font le mesr, c'est-à-dire qu'ils essuient seulement le pied avec de l'eau. Il y a aussi le fait que les chiites, pendant le sujoud, pendant la prière, la prosternation, posent leur tête sur un caillou, alors que les sunnites posent leur tête à même le sol, etc., etc. Bref, ne rentrons pas plus dans les détails, et je ne rentre même pas dans le pourquoi de ces divergences, je vous laisse aller faire vos recherches de votre côté. Donc déjà, de base, certaines des actions de l'Iran des chiites, ne correspondent pas aux préceptes des sunnites. Déjà, de base, il y a plein de divergences. Et en plus, en ce moment, il y a la répression du gouvernement de l'Iran contre sa propre population juste parce qu'elle se rebelle à cause des problèmes économiques. Ça, forcément, c'est insupportable. En tant que musulman, on ne peut pas approuver ces actions. Bon, certes, depuis la révolution islamique en Iran, les règles de l'islam ont tant bien que mal, plutôt mal que bien, été tentées d'être appliquées en Iran. Mais comme c'est des chiites, voilà, c'était pas top niveau, quoi. Mais au moins, ça contrastait pas mal avec la façon de gouverner de Mohammed Reza Pahlavi, qui était le fils de Reza Shah Pahlavi, ou alors Rada Shah Pahlavi, fondateur de la dynastie du même nom, qui a mis fin à la dynastie turque Kadjar, qui était installée en Iran depuis longtemps, en réussissant à réinstaller un pouvoir gouverné cette fois par les Perses eux-mêmes en Iran, ce qui n'était pas arrivé depuis des siècles. Mohammed Reza Pahlavi suivait les traces de son pote Atatürk en fait, Mustafa Kemal Pasha pour ceux qui ne connaissent pas, premier président de la Turquie, qui était dans sa politique pour plus d'occidentalisation de la société et beaucoup moins d'islam. Après tout ça, la révolution islamique a eu lieu en 1979, dirigée par l'Ayatollah Khomeini, qui n'était pas vraiment ami des sunnites, et leur prise de pouvoir mit fin à la dynastie Pahlavi qui n'a pas duré très longtemps. Et c'est depuis cette période que l'Iran essaie de faire respecter la charia, mais à leur façon. Franchement, en tant que musulman, dans cette révolution, il y a des choses à prendre et il y a des choses à ne pas prendre. Déjà, tout ce qui concerne les préceptes des chiites, pour nous les sunnites, faut oublier, ce n'est pas possible. Mais si cette révolution tente à faire respecter les règles de la charia, tant bien que mal, rappelons-le, dans la société, c'est quand même quelque chose de bon à prendre. Si un État qui gouverne avec les règles de l'islam commence à dire à la population, à partir de maintenant, vous ne devez plus mentir, vous ne devez plus tromper votre femme, vous ne devez plus jouer aux jeux de hasard, vous ne devez plus boire de l'alcool, vous ne devez plus tromper le client, vous ne devez plus abuser de biens sociaux, vous ne devez plus détourner de fonds.
public. Vous devez respecter votre famille. Vous devez, je ne sais pas moi, vous occuper de vos enfants. Tout ça, ce sont des bonnes choses. C'est ce qu'un État musulman est censé faire respecter dans tous les cas. Certes, je vous vois venir, les pays musulmans d'aujourd'hui, la majorité, on ne va pas se mentir, ne sont pas trop exemplaires là-dessus. Mais ils sont censés le faire. Un État musulman est censé faire respecter les lois de l'islam qu'on appelle la charia. Quand l'État musulman impose aux femmes dans la rue de respecter le voile, de porter le voile, et pour les hommes, c'est pareil aussi, il y a un concept dans l'islam qu'on appelle aura, c'est-à-dire fermer les parties intimes du corps, ne pas montrer aux autres, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ça, je suis désolé, même si ça ne plaît pas à l'Occident, c'est ce qu'un État musulman est censé faire. Par contre, il faut des garde-fous, bien sûr, pour que la police qui est censée faire respecter ces lois ne fasse pas de bavure. Voilà, en tout cas, ne prenez pas exemple forcément sur l'Iran pour décider de ce qu'un État musulman est censé être ou pas. Et malheureusement, pour la majorité des États musulmans dans le monde, l'exemplarité n'est pas présente. C'est très dur aujourd'hui de trouver un État musulman digne de ce nom. Moi, je vous conseille de vous retourner plutôt du côté des textes islamiques, que ce soit les versets, les hadiths, les paroles du prophète, ou les exégètes, qui, eux, vont mieux vous expliquer ce que devrait être la gouvernance dans un État musulman, ce que sont censées être les valeurs de l'islam.